Donc on peut prendre refuge et développer l'esprit d'éveil, peut-être en silence chacun pour commencer. D'accord, merci. Donc, tout ça c'est compliqué, hein? Non? Donc on va essayer. On va essayer de au moins s'accrocher à certaines notions, hein, même si on ne comprend pas tout. Bon, dans les notions qui sont présentées, il y a des choses qui sont principales, hein, et puis il y a des choses après qui sont plus détaillées, des explications plus détaillées. Donc on peut essayer pour chaque école de retenir les idées principales, hein, au moins. Déjà, on a une petite structure à quoi on peut à quoi on peut s'accrocher, hein. Éventuellement, ça devient de plus en plus clair. Mais il faut aussi du temps, hein. C'est pas forcément la première fois qu'on étudie Drupta qu'on va tout comprendre, parce qu'il y a beaucoup de notions nouvelles, hein, beaucoup de choses, de notions dont on n'a pas entendu parler précédemment, et donc tout ça, c'est un peu, ça nous dépasse un peu. Donc avec la répétition, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que dit Shantideva, il n'y a rien qui ne devienne facile par le pouvoir de l'habitude. C'est sûr que si on répète, si on peut étudier ça de façon répétée, donc à chaque fois on ajoute un peu une couche, et donc la connaissance et la compréhension, elle peut s'affermir, hein, se stabiliser. Donc pour l'instant on peut avoir certaines notions, hein, déjà. Donc je vais essayer de revoir des choses que je crois avoir compris, pour pas vous emmêler plus, hein. Je vais essayer de m'en tenir à ce que je crois avoir compris. Des choses qu'on a déjà vues, mais on peut peut-être revoir, hein. Je pensais revoir un peu à partir des Chittamatra et des définitions de vérité. Donc dans chaque école, on a la même, l'étude suit le même schéma, hein. Et donc, il y a les définitions, les divisions, l'étymologie, les modes d'assertion des objets, les modes d'assertion des sujets. Et donc, dans les objets, et après, donc, les modes d'assertion du non-soi, les objets d'abandon, les présentations des terres et des chemins. Quand on présente les objets, on parle des deux vérités, hein. En fait, tout ce qui existe est inclus dans les deux vérités. Et donc, chez les Chittamatra, on a aussi parlé des deux vérités. Et c'est à la page 17, il y a la définition de la vérité ultime et la vérité conventionnelle. Et on a aussi parlé des trois caractéristiques, hein. Et donc, Valérie a opté pour la traduction caractéristique, quelquefois on dit les trois natures, hein. J'ai l'habitude de parler des trois natures. Si je dis les trois natures, pensez bien que c'est la même chose, les trois caractéristiques. Dans certains livres aussi, vous allez trouver nature, les trois natures, hein. Donc, dans le cours ici, on a utilisé caractéristiques, hein. Donc, c'est la même chose. Et donc, il y a les trois caractéristiques ou les trois natures et les deux vérités. Et on dit que, en fait, chacune, il y a en fait une correspondance entre les trois natures ou les trois caractéristiques et les deux vérités, hein.
Donc, est-ce que vous vous souvenez les trois caractéristiques? Est-ce que vous vous rappelez? Au moins des noms. Alors, il y a les phénomènes dépendants, hein, les phénomènes imputés et parfaitement établis. Hein. Et donc, les phénomènes dépendants, qu'est-ce que c'est alors, les phénomènes dépendants? Les causes et les conditions. Sois un peu plus précise. Oui, ce qui est soumis, ce qui dépend de causes et de conditions. Dépendant, hein, c'est ça. Hein. Donc, c'est tous les phénomènes impermanents. Hein. J'essaie de m'y retrouver, là. Chitamatra. Voilà. Oui, tous les phénomènes impermanents, hein, tous les phénomènes composés qui dépendent de causes et de conditions. Hein. Donc je relis là, page 17, 18, je lis mes notes. Donc la définition oui, on avait vu la définition d'une vérité ultime, hein, c'est ce qui est réalisé, c'est l'objet réalisé par la perception avérée, hein, donc une perception correcte, et qui le réalise sans apparition dualiste, hein, avec la disparition d'apparence dualiste. Hein. Et donc, quand on parle de vérité ultime, en fait, maintenant, ici, à partir, dans les Madhyamika, à partir des Chitamatra, on rentre dans l'école des Mahayana. Hein, ça fait partie des écoles Mahayana, hein, au niveau de la vue. Donc, à partir des Chitamatra et des Madhyamika. Alors que les autres, les Vaibhashika et les Sautrantika, faisaient partie des écoles de Hinayana. Hein. Et on voit bien la différence ici. Qu'est-ce qui était vérité ultime pour les Sautrantika? Ce qui était efficient. En fait, oui. C'est-à-dire ce qui a une fonction. Tous les phénomènes impermanents, hein, tous les phénomènes impermanents qui ont une fonction, les phénomènes composés, c'est ça qui était ultime. Hein, pour les Sautrantika. Et pourquoi c'était ultime? Et ce qui était conventionnel, c'était quoi? Tous les phénomènes permanents, hein, et tout ce qui était permanent. Hein. Et en fait, on voit chez eux l'idée en fait que ce qui est vrai, hein, c'est ce qui dépend de causes et conditions, ce qui fonctionne. Hein. Donc ça, c'est la vérité ultime. Ce qui est conventionnel, c'est ce qui est caché, en fait. Quelquefois, le conventionnel, il y a la notion de obscurci. Hein. Donc tout ce qui est conventionnel, en fait, c'est tout ce qui est permanent, parce que ce qui est permanent, en fait, n'apparaît pas à une conscience directe. Hein. Tout ce qui est permanent apparaît à une conscience par le biais d'une image mentale, par un concept, par une conscience perceptuelle, hein, à travers une représentation conceptuelle. Et en fait, chez les Sautrantika, l'idée c'est que tout ce qui est en fait conceptuel obscurcit. Ce qui obscurcit dans le conventionnel, hein, c'est le concept. Parce qu'en fait, le concept, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Hein. Le concept, c'est quelque chose qui passe, ou la représentation conceptuelle, c'est quelque chose qui passe pour la chose en réalité, mais qui n'est pas la chose elle-même. Hein. Donc la vérité ultime, ce sont les choses elles-mêmes qui fonctionnent chez les Sautrantika. Maintenant, on passe chez les Mahayana, et alors la vérité ultime, c'est différent. Les vérités ultimes, à part chez les écoles Mahayana, c'est ce qui a valeur de libération. Hein. Ce qui a valeur de libération, ce qui va nous conduire à la libération, hein, ce qui est libérateur. Et donc, c'est le non-soi, la vacuité. C'est ça les vérités ultimes dans les écoles Mahayana. Et c'est ce qui n'offre pas de faux semblants, hein, entre ce qui apparaît et la façon dont les choses existent. On retrouve ça aussi dans la définition de vérité ultime chez les
dans les écoles Mahayana. Donc la vérité ultime, c'est ce qui apparaît, ce qui a réalisé par la conscience avérée directe qui le réalise, dépourvu d'apparence dualiste, sans apparence dualiste. Parce qu'en fait, l'apparence dualiste, elle est fausse. Cette apparence dualiste, c'est quelque chose qui apparaît. L'apparence dualiste, c'est quoi? C'est la séparation entre le sujet et l'objet. Et donc, ils disent, en réalité, il n'y a pas d'objet extérieur. Les objets sont de la même nature que la conscience. Et donc, cette apparence de séparation, cette apparence dualiste d'objet extérieur, c'est quelque chose, en fait, à réfuter. Et donc, ce qui apparaît sans apparence dualiste, c'est ça la vérité ultime, parce que ça apparaît en conformité avec la façon dont les choses existent en réalité. Tandis que ce qui apparaît avec une apparence dualiste, il y a un faux semblant, parce qu'il y a quelque chose qui apparaît, mais en fait, ça n'existe pas de cette façon-là. Et donc, la vérité conventionnelle, c'est ça la vérité conventionnelle, à la perception, donc on a parlé de la vérité ultime, et quand on parle de vérité conventionnelle, à la perception, donc s'élève, voyons, je le lis là, la dichotomie, l'objet séparé du sujet et l'existence réelle. Le caractère trompeur est que cette conscience perçoit l'apparence dualiste. Donc, si on a vu la vérité conventionnelle, ce qui est réalisé par la perception avérée, dans la perception avérée, c'est le sujet principal de l'objet observé. Donc, il y a un objet qui est observé. Son sujet principal, c'est la perception avérée qui le réalise, la perception avérée directe, qui le réalise directement. Et lorsque cela est accompagné d'apparence dualiste, donc il y a un caractère trompeur, parce qu'il y a l'apparence dualiste. Et en fait, tous les phénomènes dans cette vérité conventionnelle, qu'est-ce qui apparaît à la perception avérée qui les perçoit de façon dualiste? Tous les phénomènes dépendants, ils apparaissent dans la dualité. Donc ce sont des vérités conventionnelles. Les phénomènes efficients et permanents, les phénomènes dépendants. Donc tout ça, ça fait partie de la vérité conventionnelle. Et autre que ça, il y a les natures imputées. Donc on a parlé les trois caractéristiques, ou les trois natures. Il y a les phénomènes dépendants, il y a les phénomènes imputés. Et il y a les natures ou les caractères parfaitement établis. Parfaitement établi, c'est quoi alors? C'est la vacuité, le non-soi. C'est le non-soi, parfaitement établi. Donc ça, les natures ou la caractéristique pleinement établie, parfaitement établie, ça fait partie de la vérité ultime. Parce qu'en fait, quand ces phénomènes apparaissent, le non-soi, en fait, parfaitement établi, ça se réfère ici donc au non-soi de la personne et au non-soi des phénomènes. Et donc, quand ils apparaissent à la perception avérée directe qui les perçoit directement, ils apparaissent dénués de la dualité, sans dualité, sans apparence dualiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité, ils apparaissent pas à l'extérieur. La conscience, l'objet et le sujet sont, on dit, comme de l'eau dans de l'eau. Comme de l'eau dans de l'eau. Oui. Et donc, les phénomènes parfaitement établis, c'est les vacuités. Les phénomènes interdépendants, c'est les phénomènes dépendants,
les phénomènes dépendants, c'est les phénomènes impermanents et composés. Et les autres, en fait, les phénomènes imputés, c'est tous les phénomènes permanents, sauf la vacuité. Donc, les permanents autres que les vacuités, par exemple l'espace non composé, l'image mentale, tout ça, ce sont des phénomènes imputés. Et à la perception conceptuelle qui les appréhende, parce que vous vous rappelez de Lorig, en fait, les phénomènes permanents sont appréhendés par des perceptions conceptuelles, pas par des perceptions directes. Ce sont les objets apparaissant de perception conceptuelle, les phénomènes permanents, alors que les phénomènes impermanents sont les objets apparaissant à des perceptions directes. Donc l'image qui s'élève à la perception conceptuelle qui les appréhende est conçue comme existant en soi, est conçue avec la dualité. Oui. Ouais. Il faut un micro si tu veux. Ouais. J'ai lu nature imputée ou phénomène imputé ou imaginaire. Oui. Ou imaginaire, oui. C'est une autre façon de dire nature imputée, en fait. Parce que on dit, en fait, les natures imputées sont simplement désignées par une conception représentative. Ça passe par l'image. Ça veut dire que ça passe par l'esprit. Ça passe par l'esprit. Ça passe par l'image mentale. Mentale. Ouais. Donc, le phénomène efficient accomplit une fonction. Un phénomène efficient a le pouvoir d'accomplir une fonction. Donc le phénomène parfaitement établi, si on analyse, c'est ce qui est établi, c'est la conclusion. C'est ce que l'on trouve. Donc chez les Citamatra, les trois sont reliés à tous les phénomènes. Et là, on avait eu la dernière fois l'explication. Sur un même phénomène, on trouve à la fois, on trouve les trois. On trouve le phénomène dépendant, le phénomène imputé et le phénomène parfaitement établi. On en avait parlé, Valérie avait eu du mal à traduire et elle avait repris ça plus tard. Donc j'ai redemandé à Guichet-là, plusieurs fois d'ailleurs. Mais donc par exemple on prend la fleur, la voiture. Allez, la voiture. Ou la fleur, un phénomène. Alors, la voiture ou la fleur elle-même, c'est le phénomène dépendant, impermanent, qui dépend de ses causes et de ses conditions et qui a une fonction. Donc, sur cette voiture, il y a quelque chose qui est le phénomène imputé, et qui est en fait imaginaire. Imaginaire, ça veut dire qui est quelque chose qui est permanent. Un phénomène imputé, c'est quelque chose qui est permanent et donc auquel on accède par une représentation conceptuelle. Et alors, ce phénomène imputé, qu'est-ce que c'est? Le concept de voiture. Donc il y a plusieurs choses il y a plusieurs phénomènes imputés sur ce phénomène dépendant. Par exemple, la fleur, moi, ça m'inspire mieux. Ou bon, la voiture, ça va être pareil. Il y a plusieurs choses qui sont imputées. Par exemple, le fait que la voiture soit la base
soit la base pour le nom voiture. Hein. Est-ce que la fleur est la base pour le nom voiture? Est-ce que la forme, est-ce que la voiture ou est-ce que la fleur est la base de désignation pour le terme fleur ou voiture? Hein? À partir du moment où on n'intervertit pas, oui, ça veut dire la fleur c'est pour la fleur, la voiture c'est pour la voiture. Hein. Donc c'est bien la base de désignation du terme. Hein. Donc ce phénomène dépendant, c'est la base de désignation, c'est la base pour recevoir le terme. Hein. Donc le fait que cette voiture soit la base de désignation voiture, ça existe. Hein. Ça, c'est un phénomène imputé, existant. C'est quelque chose qui, voilà. Parce que parmi les phénomènes imputés, il peut y avoir des phénomènes permanents. C'est imputé, c'est permanent. Mais parmi les phénomènes imputés, il peut y avoir des phénomènes imputés qui existent ou des phénomènes imputés qui n'existent pas. Et donc, sur ce phénomène dépendant, le fait qu'il soit une base d'imputation pour le nom qu'il porte, pour le nom voiture, c'est un phénomène imputé qui existe, parce que c'est vrai que c'est la base d'imputation. Mais le fait que il soit la base d'imputation pour recevoir ce nom de par ses propres caractéristiques, ça, c'est un phénomène imputé qui n'existe pas. Parce que la fleur ou la voiture n'est pas par sa propre caractéristique la base du nom qui lui est donné. C'est la base pour le nom, mais pas de par ses propres caractéristiques. Et donc, le fait que la voiture ou la fleur, la voiture, soit vide d'être la base par ses propres caractéristiques, c'est-à-dire tout seul, de son propre côté, pour ce nom, donc le fait que la vacuité de cela, le fait que ce phénomène dépendant la voiture est vide de cela, ça c'est le phénomène parfaitement établi sur la voiture. Donc il y a aussi, ouais, oui, hein. Donc vous avez l'air un peu perdu. Il faut l'écrire, il faut réfléchir. Est-ce que la fleur c'est la base pour recevoir le nom fleur? Oui, oui. Mais ce qu'on nie ici, on nie pas que, donc ça c'est un phénomène imputé. Le fait que ça soit la base pour recevoir le nom fleur, c'est imputé. Le phénomène dépendant, c'est-à-dire qui vient de causes et conditions impermanents lui-même, c'est la fleur elle-même, ou la voiture elle-même. Mais le fait que ça soit la base pour recevoir le nom, ça c'est imputé. Ensuite, c'est quelque chose qui existe parce qu'évidemment, elle reçoit le nom. C'est vrai que c'est la base puisqu'on appelle ça la voiture, ou la fleur. C'est conventionnel, ouais. Mais le fait qu'elle existe par ses propres caractéristiques, ça c'est imputé aussi, mais c'est un imputé qui n'existe pas parce qu'en fait elle n'existe pas de cette façon-là. Par ses propres caractéristiques, comme ça veut dire qu'il n'y a pas, elle existe, la fleur ou la voiture n'a pas cette qualité de recevoir ce nom par ses propres caractéristiques. Si elle avait sa qualité d'avoir ce nom par ses propres caractéristiques, il n'y aurait même pas besoin de lui donner le nom. Elle l'aurait déjà de son propre côté. Le fait qu'elle reçoive le nom parce qu'il y a une conscience qui donne ce nom, ça montre que c'est une base pour recevoir le nom, mais pas de par ses propres caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a c'est par le pouvoir de l'esprit. En fait, c'est imputé par l'esprit qui lui donne ce nom-là. C'est pas du côté des caractéristiques de la base.
c'est le sujet qui donne le nom. Oui, c'est une conscience qui donne le nom. Ouais, ça vient pas des caractéristiques. Hein. Exactement. Sinon, il y aurait pas. Par exemple, quand j'appelle, donc on appelle ça une voiture. Hein. Après, on appelle ça car en anglais, car. En tibétain, ça s'appelle mota. Hein. En mongol, ça s'appelle machine. Hein. Et donc, si la base avait la caractéristique de s'appeler comme ça, il faudrait plusieurs voitures. Hein. Il faudrait une mota, il faudra un car, il faudrait une voiture, il faudrait une machine qui soit différent. Hein. La même base pourrait pas porter plusieurs noms différents. Hein. Si c'était établi du côté de l'objet, par les caractéristiques propres de l'objet. Hein. Donc, parfaitement établi, parfaitement établi, c'est le fait que ce kunta, ce phénomène imputé n'existe pas sur le phénomène efficient. Hein. C'est-à-dire que non, c'est le fait que que ce phénomène efficient soit à la base par ses propres caractéristiques pour recevoir le nom, hein, pour l'imputation du nom, la vacuité de cela, hein, le fait que le phénomène imputé est vide en fait, hein, d'être la caractéristique, d'être par ses propres caractéristiques la base pour recevoir de désignation du mot, hein, ça c'est parfaitement établi. Hein. Là, j'ai écrit quelque chose, oui, hein. Je vais vous le lire parce que je me rappelle plus trop. La forme est la base de désignation du terme forme. Donc ça, c'est le phénomène, comment dire, établi, imputé. Mais ce n'est pas la base de désignation du terme forme par ses propres caractéristiques. Hein. La forme est la base du nom forme, en dépendance à la fois de la forme et du nom qu'il exprime, pas de façon indépendante. C'est pas par la seule forme, c'est pas juste indépendamment que c'est la base pour le. Donc c'est à la fois, ça vient à la fois de la voiture et du nom qu'on lui donne, que c'est la base de désignation, mais pas simplement du côté par ses propres caractéristiques. Et le fait que ça n'est pas ça, ça soit vide d'être ça, c'est le phénomène parfaitement établi sur la voiture, sur la forme ou la fleur. Donc on avait parlé de ça. Après, après je voulais parler un petit peu de. Alors. Voyons si je m'y retrouve. Donc oui, la vérité ultime, c'est ce qui est réalisé par la perception avérée, directe, lorsque disparaît l'apparence dualiste. Et pour la vérité conventionnelle, hein, c'est avec l'apparence dualiste. C'est pour ça qu'on a dit aussi que pour les Chittamatra, toutes les perceptions directes sont trompeuses. Hein. Ça, c'était pas le cas pour les Sautrantika. Pourquoi les perceptions directes sont trompeuses? Directes sensorielles.
Pourquoi elles sont trompeuses? Hein? Elles sont, non, elles sont pas machinales. Parce qu'elles sont trompeuses par rapport à l'objet apparaissant. Hein? Avant, on a parlé de perception trompeuse par rapport à l'objet apparaissant. On parlait de perception conceptuelle, hein, parce qu'en fait, elle a une conception, c'est l'image mentale qui apparaît et que l'on prend pour le véritable objet. Et ça, c'est une erreur. Hein. Mais ici, chez les Chittamatra, la perception directe sensorielle, elle est trompeuse. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a la dualité qui lui apparaît. Hein, parce que l'objet apparaît comme étant séparé du sujet. Hein. Il apparaît dans la dualité. Hein. Donc, il y a un caractère trompeur. Hein, et donc, ça fait partie de la vérité conventionnelle. Tout ce qui apparaît, hein, avec une apparence dualiste. Donc, il y a une relation avec ça aussi. Donc la perception directe elle-même est erronée ou trompeuse parce que l'objet apparaissant ne reflète pas la nature de l'objet lui-même, hein, ce qui apparaît. Donc, ce que j'avais envie de regarder, c'était... Moi, j'aime bien ce tableau. Est-ce que vous vous servez des tableaux, hein? Donc, il y a le tableau sur les modes d'existence. Hein? Et je trouve que c'est intéressant parce que là, on parle de tous ces modes d'existence, hein, d'après les différentes écoles. Donc si je reprends ce qui a été dit déjà la dernière fois, je pense, par rapport au Chittamatra, quand on a parlé des objets d'abandon, on a parlé, donc je vais essayer de reprendre, je reprends mes notes. Donc chez les Chittamatra, donc Geshe avait dit, il y avait deux catégories. Il y a deux types d'existence. Quelque chose qui était synonyme. Hein. D'abord, il a donné existence réelle ou véritable et existence de par ses propres caractéristiques. Hein. Il a dit ça équivalait à la même chose. Hein. Existence véritable et de par ses propres caractéristiques. D'un côté. Et de l'autre, existence de son propre côté, intrinsèque, inhérente, hein, de manière inhérente, de manière intrinsèque. Et donc, on a un paparazzi qui s'est introduit dans la salle, là, qui fait... ah oui, en plus, c'est... Donc en fait, il y a donc on a d'un côté l'existence intrinsèque, inhérente, hein, de manière inhérente, de son propre côté. Donc vous voyez là, c'est la colonne de droite. Hein, vous voyez, c'est le tableau 5, oui, tableau 5. Donc et donc, d'après les Chittamatra, tous les phénomènes existent de cette façon-là, parce que sinon, ils n'existeraient pas du tout. Hein. Donc, parce que s'ils existent, les phénomènes, on doit pouvoir les trouver. Hein. S'ils existent, on doit pouvoir les trouver, et c'est ça que ça veut dire, exister de façon intrinsèque de son propre côté. Hein. Et on a ajouté aussi autonome. Hein. Enfin, on a ajouté autonome, ça en fait c'était chez les Svatantrika qu'on a ajouté autonome. Parce que la complication aussi, c'est que ces mêmes expressions, elles veulent dire des choses différentes dans les différentes écoles. Alors là...
Mais bon, on prend les choses, une chose à la fois. Hein. Donc ici, chez les Shaitamatra, on a, bon, pour le tibétain, d'ailleurs, c'est Rangene Dupa, donc de son propre côté. Ranshingi Dupa, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui voulait le tibétain. Elle n'est pas là, mais il y a le tibétain aussi. Donc, de façon intrinsèque ou de façon inhérente, on dit quelquefois. Hein. Donc, tous les phénomènes existent ainsi, sinon ils n'existeraient pas du tout. Hein, parce que on doit pouvoir trouver quelque chose qui existe intrinsèquement. Si on l'analyse, si ça existe, il faut trouver quelque chose. Hein. Et donc, pour ça, tous les phénomènes ont ce type d'existence. Donc c'est ça, c'est à droite. Moi j'aime bien le tableau parce que c'est à droite là. Aussi, ça bien, j'ai tout ça là. Si vous voyez d'ailleurs ce qui est coché, hein, mode d'existence, oui. Si vous voyez donc ce qui est en noir là, hein, ce qui est en foncé dans le tableau, vous avez oui, non, non. Hein. Donc c'est ce que tout le monde accepte ça. Hein. Tout le monde accepte ça, sauf vous allez voir les conséquentialistes, les prasangikas. Pour les prasangikas, tout ça c'est la même chose et ils nient tout. Hein. Tout ça, ça n'existe pas. Vous voyez chez les prasangikas, c'est tout non. Hein. Et vous voyez chez les autonomistes, hein, donc ils acceptent, donc conventionnellement ils acceptent le tableau de droite, hein, les cases de droite, mais pas celles de gauche. Hein. Mais par contre, donc, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui chez les Svatantrika, hein, on a dit chez tous les Madhyamikas, il n'y a pas d'existence véritable. Vous voyez? Donc, les cases de gauche, là, pour tous les Madhyamikas, ça n'existe pas. Hein, et vous voyez bien, il y a non partout, là, hein, à gauche. Hein. Tandis que, voilà. Donc, tandis que pour les Shittamatra, hein, ce que les Shittamatra n'acceptent pas, en fait, hein, c'est simplement pour les phénomènes imputés, vous voyez, l'existence par ses propres caractéristiques, ou l'existence véritable. Hein. Donc, ce dont on parlait maintenant, hein, les deux groupes de synonymes. Hein. Il y a l'existence de son propre côté, l'existence intrinsèque inhérente. Hein. Et ça, tous les phénomènes existent ainsi pour les Shittamatra. Et le deuxième type d'existence, l'existence par ses propres caractéristiques existant véritable, hein, ça, ils disent, oui, les phénomènes dépendants et les phénomènes parfaitement établis existent de cette façon-là, par leurs propres caractéristiques, de façon véritable, ils existent comme ça, mais les phénomènes imputés n'existent pas de cette façon-là. Donc, il y a une catégorie tous les phénomènes existent comme ça, et une catégorie, les phénomènes existent comme ça, sauf les phénomènes imputés. Et la façon dont ils n'existent pas, les phénomènes imputés, c'est ça, c'est donc ils n'ont pas d'existence réelle, véritable, de par leurs propres caractéristiques. Mais tous les autres phénomènes ont ça. Donc je lis mes notes. Donc tous les phénomènes existent de façon intrinsèque, hein, la case de droite là, de leur propre côté, mais seuls les phénomènes dépendants et parfaitement établis existent de leur propre côté de façon intrinsèque inhérente. Hein. Donc les phénomènes dépendants parce qu'ils sont produits de causes et de conditions. Ils existent donc de leur propre côté de façon intrinsèque. Non, pardon. Ils existent par leurs propres caractéristiques, de façon véritable, parce que leur existence n'est pas créée par la conscience, hein, ou par la perception conceptuelle. Tandis que les phénomènes imputés, qui existent par la perception conceptuelle, par l'imputation seulement, hein, ces phénomènes imputés n'existent pas donc véritablement par leurs propres caractéristiques.
Et donc j'ai posé la question à Geshe-la parce qu'en fait on dit la fleur elle existe de par ses propres caractéristiques d'après ce phénomène, d'après ce tableau. Donc la fleur c'est un phénomène dépendant, hein, et donc elle existe de par ses propres caractéristiques. L'esprit seul, oui. La fleur existe de par ses propres caractéristiques, véritablement, parce que c'est un phénomène dépendant. Mais cependant, on dit elle n'existe pas elle existe pas par ses propres caractéristiques, comme la base pour l'imputation fleur. J'ai posé la question à Geshe-la. Comment ça se fait? Et donc Geshe-la a dit, en fait, non, parce que en fait, être la base, hein, pour le non-fleur, c'est un phénomène imputé. C'est pas un phénomène, et il n'existe pas par ses propres caractéristiques. Un phénomène imputé n'existe pas par ses propres caractéristiques. Donc, le fait d'exister comme la base pour le non, hein, c'est un phénomène imputé et qui existe. Mais le fait d'exister comme ça par ses propres caractéristiques, ça n'existe pas parce que les phénomènes imputés n'existent pas par leurs propres caractéristiques. Il n'existe que par le pouvoir du concept. Comment? Après, on a parlé de son propre côté dans l'enseignement. Hein, c'est ça que tu dis, non? Mais quelquefois, quelquefois, on peut se demander si c'est juste, justement, de dire ça. Tu comprends? Quelquefois, les expressions sont utilisées d'une autre façon ou peut-être pas de façon juste. Comment? Qu'est-ce qui va pas aider? Ah oui. Il y avait autre chose que je voulais voir. Il y avait cette idée, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, comment expliquer le non-soi des personnes sur les phénomènes? Comment vous expliquez le non-soi des personnes sur les phénomènes? On peut dire qu'un phénomène est vide. Pas dans le non-soi des phénomènes. Les phénomènes étaient vides du soi de la personne. Ouais. Le non-soi des personnes s'appliquait aussi aux phénomènes. On en a déjà parlé de ça. Et donc ça, c'est hier, on a abordé ça. À la fin, Valérie avait du mal à traduire ça. Donc, vide d'être des objets. On dit en fait que les phénomènes, sur les phénomènes, on peut parler du non-soi des phénomènes, mais on peut parler aussi du non-soi de la personne sur les phénomènes. Et c'était une question d'ailleurs du travail à rendre aujourd'hui. Donc, on dit que les phénomènes sont vides d'être des objets d'utilisation d'une personne qui existerait de façon substantielle et autonome. Et de cette façon, on parle, en fait, c'est le non-soi du jeu sur le mien, qui s'applique au mien, en fait. Les phénomènes, on peut dire, ils sont liés. Les phénomènes, c'est quelque chose qui appartient à une personne. À partir d'une personne, il y a des phénomènes. Il y a la personne et les phénomènes. La personne, c'est aussi un phénomène quelque part. Et donc, si on voit les phénomènes, tout ce qui existe, par exemple les agrégats, sont des objets de jouissance ou d'utilisation de la personne. Et donc, on peut dire c'est le mien. Et ces objets, ces phénomènes, ils sont vides soit de la personne, parce qu'ils ne sont pas les objets d'utilisation ou de jouissance d'un jeu qui existerait de façon substantielle et autonome. C'est ça. Donc, sur la base de la saisie du soi je lis, sur la base de la saisie du soi des phénomènes,
Sur cette base, on conçoit un objet séparé. Ah oui, donc Geshe-la a dit quelque chose là. Alors, tous les phénomènes sont vides d'un soi de la personne. Donc, Geshe-la m'a demandé d'expliquer ça. Je pense qu'il n'a pas expliqué dans la classe. On parle, en fait, il en a parlé aussi hier. Il a dit que, en fait, à un moment donné, il y avait cette question que la racine absolue du cycle des existences, c'était la saisie du soi des phénomènes. C'est la racine absolue du cycle des existences, la saisie du soi des phénomènes. C'est la racine absolue du cycle des existences. Mais il n'y a pas de contradiction à dire que, même sans éradiquer cette racine, on peut se détourner du cycle des existences. Parce que les arates, en fait, ils n'ont pas éradiqué, ils ne se sont pas débarrassés du soi des phénomènes, ils se sont débarrassés simplement du soi, de la saisie du soi des personnes, pas de la saisie du soi des phénomènes. Mais cependant, donc, ils peuvent... Et quelqu'un a posé la question, comment cela est-il possible donc pour les aras de se libérer de l'existence cyclique, ils sont affranchis du cycle d'existence simplement en réalisant le non-soi de la personne, en se débarrassant de la saisie du soi de la personne. Mais ils ne se sont pas débarrassés de ce qu'on dit ici être la racine absolue du cycle des existences, qui est en fait la saisie du soi des phénomènes. Et en fait, quelqu'un a posé la question et Geshe-la a répondu, la saisie du soi de la personne vient après la saisie du soi des phénomènes. Donc, les auditeurs se sont débarrassés de la saisie du soi de la personne, donc des obstacles à la libération, mais ils n'ont pas abandonné la cause première qui est la saisie du soi des phénomènes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné, en fait on dit ils n'ont pas abandonné les obstacles à l'omniscience, à la connaissance. Ils ont abandonné simplement les obstacles à la libération. Parce que dans cette école, après ça dépend des écoles, la saisie du soi des personnes c'est un obstacle à la libération, mais la saisie du soi des phénomènes c'est obstacle à l'omniscience. Et en fait, on dit que la saisie de la personne vient à partir de la saisie des phénomènes. C'est ce qui est dit là. Et c'est intéressant de réfléchir à ça, parce qu'en général, on dit, par exemple, chez les Madhyamika, on dit ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, on dit, on saisit une personne, donc chez les Madhyamika, on va parler d'existence véritable. C'est l'existence véritable qui est l'objet de négation. Chez les Prasangika, chez les Svatantrika, on a dit ce matin. Chez les Madhyamika, rien n'a d'existence véritable. Donc c'est ça qu'on cherche à réfuter. Et donc on dit aussi que comment on saisit une personne qui existe véritablement, c'est en voyant les agrégats. Donc c'est d'abord en saisissant les agrégats d'une personne comme ayant une existence véritable, c'est à partir de là qu'on va saisir une personne comme ayant une existence véritable. On dit ça chez les Madhyamika. Et donc ici, Geshe-la l'a pas expliqué, mais Geshe-la dit que ici, en fait, donc ici, ça veut dire les Shittamatra, aussi. On est toujours chez les Shittamatra, oui, que je m'en mêle pas. En fait, ici, c'est à partir du fait que les agrégats apparaissent comme des objets extérieurs. Donc, ici, c'est la même idée. D'abord, il y a une saisie du soi des phénomènes, et ensuite, c'est de là que dérive la saisie du soi de la personne. Donc, Geshe-la ne l'a pas expliqué, mais il m'a dit de le dire. La façon dont ça se passe, c'est que d'abord,
les agrégats, ici les phénomènes en relation avec la personne, c'est les agrégats, c'est-à-dire le corps, les agrégats physiques et mentaux, psychiques. Donc, au départ, ces agrégats apparaissent comme des objets extérieurs, comme étant établis comme des objets extérieurs. Et ça, c'est la saisie du soi des phénomènes, parce que c'est sur les agrégats. Et c'est à partir de cette saisie des agrégats comme étant des objets extérieurs, c'est à partir de là que l'on conçoit, on conçoit l'existence d'une personne qui est autre que les agrégats. C'est-à-dire une personne qui existe de façon substantielle et autonome. Donc ça déroule de la saisie du soi, des phénomènes ou des agrégats. Et donc, juste, on va terminer, mais je voulais vous donner juste, si vous avez le polycopier là, de la vacuité selon l'école Madhyamika de Georges Dreyfus, le bleu, si vous l'avez, voilà celui-là, à la page 39 et 40, vous avez cette explication de comment les phénomènes sont vus d'un soi de la personne. Il en parle page 39-40. Sinon, bon, on va s'arrêter là, mais juste en ce qui concerne maintenant les svatantrika ou les madhyamika, les svatantrika, en un mot, on dit tous les madhyamika nient l'existence véritable des phénomènes. Donc c'est ce qui est à gauche. Vous voyez, il y a ce qui est à gauche, c'est existence ultime, existence véritable en soi, comme sa propre réalité. Ce qui est à droite, c'est existence intrinsèque, existence de par ses propres caractéristiques. Donc tous les madhyamika nient, réfutent l'existence véritable de tous les phénomènes. Et en fait, les autonomes, j'ai trouvé une autre définition d'ailleurs de ce qu'est un autonome. C'est un tenant du milieu qui professe l'absence d'être en soi, l'absence d'existence véritable, comme tous les madhyamika, mais qui accepte que conventionnellement les phénomènes existent en raison de leurs propres caractéristiques. Et ça, c'est un grand truc la caractéristique principale des svatantrika, ce qu'il faut retenir, c'est que chez les svatantrika, les phénomènes n'ont pas d'existence véritable, ils n'existent pas en soi, ils n'ont pas d'existence ultime, mais ils ont une existence, donc rien n'a d'existence véritable, mais ils ont une existence de par leurs propres caractéristiques. Et donc c'est un mélange. C'est un mélange. Ils n'ont pas d'existence véritable parce que s'ils existaient véritablement, ils existeraient de leur propre côté sans avoir besoin d'apparaître à une conscience non défectueuse. Quelque chose qui existerait véritablement pour les svatantrika, c'est quelque chose qui existerait selon le mode propre du phénomène, sans dépendre de son apparition à une conscience non défectueuse. Mais en fait, c'est un mélange. Il y a quelque chose du côté de l'objet. L'objet a besoin de ses propres caractéristiques pour exister, mais il n'existe pas juste comme ça. Il existe aussi par le pouvoir, en fait, de la conscience à laquelle il apparaît. Et donc, c'est ça le mélange chez les svatantrika. S'il pouvait exister sans dépendre de l'apparition à la conscience non défectueuse, il aurait une existence véritable. Bon, déjà, si on peut, on va s'arrêter là parce que c'est 4 heures. Et donc, ça, c'est peut-être l'essentiel à retenir, essayer de comprendre
hein, chez les Svatantrika. Pas d'existence véritable, mais une existence intrinsèque. Hein. Et comme vous voyez là, conventionnellement, hein, parce qu'ils font la différence. Prenez 5 minutes.